Salut l'équipe, on se retrouve pour ce nouveau point de marché du lundi 3 novembre 2025. Comme toujours, on reviendra dans une première partie sur l'actualité macroéconomique et dans une deuxième partie, on ira sur les graphiques. Cette semaine, on a une map qui est particulièrement dans le rouge. Quasiment toutes les cryptos sont en baisse sur une semaine. Le focus de la semaine sera consacré à une thèse de Jordi Visser qui considère la consolidation actuelle sur Bitcoin comme son introduction en bourse. Donc vous allez voir, il a rédigé une thèse qui est vraiment hyper intéressante, hyper captivante. Donc je l'ai lu déjà de mon côté. L'idée, c'est de changer un peu le format, c'est de vous faire une lecture pour cette fois dans cette vidéo. Vous me direz si voilà, c'est quelque chose qui vous plaît ou si au contraire vous trouvez ça pas très intéressant. Et je ne lirai pas tout en intégralité parce que sinon j'en ai environ pour 15-20 minutes de la vidéo qui serait consacrée uniquement à la lecture. Donc j'irai lire certains passages, mais l'idée c'est de vous en donner quand même un maximum. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui voudront prendre le temps de le relire, mais j'ai trouvé cette thèse et cette vision en fait de l'évolution du prix du Bitcoin assez intéressante dans une période aujourd'hui assez fracturée entre les personnes qui pensent que nous sommes arrivés au bout du cycle, car selon la cyclicité du Bitcoin, nous avons atteint, ou nous sommes en train d'attendre en tout cas la fin du cycle des 4 ans, en tout cas la partie bull run, la partie hausse, et nous avons atteint du coup le sommet de Bitcoin à 126 000 $. Et de l'autre côté, ceux qui pensent que le cycle n'est pas terminé, que le bull run de Bitcoin et potentiellement des alts peut encore venir sur début 2026 ou sur courant 2026 avec un retour des liquidités. Avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas non plus de boule de cristal. Je vous partage simplement mon analyse et ma vision du marché basée principalement sur la psychologie des marchés au travers de l'analyse technique, et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Les États-Unis étant toujours en shutdown, nous n'avons pas d'informations sur les données macroéconomiques de ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas sur la majorité des indicateurs que nous avons à notre disposition. Notamment ce qu'on attend, c'est l'évolution du taux de chômage, quel est le niveau de chômage en septembre, en octobre maintenant. Voilà, on attend avec impatience ces données-là. Il faut savoir que la semaine dernière, on a eu l'annonce de Jérôme Powell d'une baisse de taux, donc ça c'était ce qui était attendu, ce qui était pricé, c'était la probabilité la plus forte. Toutefois, il évoque quand même une incertitude du fait de manque de visibilité pour la suite à donner pour les mois qui viennent. Donc ça a créé de l'incertitude. On ira voir un peu comment évoluer du coup les probabilités de baisse de taux dans les mois qui viennent. On a également eu un retour très positif de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Donc c'était une rencontre extrêmement attendue par rapport à la guerre des tarifs douaniers que mène Trump depuis le mois d'avril de cette année. Des nouvelles qui sont clairement positives, et pour autant le prix du Bitcoin et des cryptos d'une manière générale est plutôt en baisse, et on observe une décorrélation avec les autres actifs à risque comme les indices boursiers américains. Et pour en revenir aux tarifs douaniers, donc c'est un peu l'événement attendu cette semaine, mercredi, c'est une comparution historique devant la Cour suprême. La Cour suprême des États-Unis qui entendra mercredi l'une des affaires les plus importantes de l'histoire présidentielle moderne. La stratégie tarifaire radicale du président Donald Trump est confrontée à un test juridique crucial qui pourrait remodeler la politique commerciale américaine pour les années à venir. Ce sur quoi la Cour suprême des États-Unis va devoir trancher, c'est sur cette question: Trump avait-il le pouvoir d'invoquer l'International Emergency Economic Power Act, une loi de 1977 conçue pour gérer les menaces et les sanctions étrangères afin d'imposer des tarifs douaniers radicaux à ses partenaires commerciaux. La Cour d'appel fédérale a dit non dans une décision décisive de 7-4. Les juges ont souligné que l'IEEPA donne au président de larges pouvoirs d'urgence, mais rien n'accorde explicitement le pouvoir d'imposer des tarifs de cette ampleur. Sur son réseau social, Trump a déclaré « Ce sera à mon avis l'une des décisions les plus importantes et lourdes conséquences jamais rendues par la Cour suprême des États-Unis. Si nous gagnons, nous serons de loin le pays le plus riche et le plus sûr du monde. Si nous perdons, notre pays pourrait se retrouver au niveau d'un pays du tiers-monde. » Au-delà de ces déclarations bien évidemment exagérées, il semble évident que cela pourrait mettre en difficulté la politique menée par Trump.
Autre élément macro très important, c'est la Fed qui aurait imprimé en 2 jours l'équivalent de 30 milliards de dollars. C'est la plus grosse impression monétaire sur ces 5 dernières années. La Fed qui a annoncé par Jérôme Powell la semaine dernière mettre fin au quantitative tightening au 1er décembre. L'impression monétaire est en train de reprendre. Ici, on peut voir un graphique de l'évolution de l'impression monétaire des différentes banques centrales. On voit qu'on avait eu un sommet en mars 2021, ce qui correspondait à un top de marché sur Bitcoin lors du cycle précédent et également des alts, du marché crypto en général. Il y avait eu un double top, ça je vous l'apprends pas, mars 2021 et novembre 2021, mais à l'époque il y avait encore beaucoup de liquidités qui étaient injectées. Ensuite, on avait une restriction monétaire, mais de la part de l'ensemble des banques centrales au niveau mondial. Nous sommes potentiellement en train de revenir du coup en positif. On avait eu ici un léger retour en positif sur 2024, sur fin 2023, début 2024. Durant cette période, ça n'a pas empêché Bitcoin d'aller faire des nouveaux plus hauts historiques, d'avoir une évolution quand même assez significative. On est quand même passé de 15 000 $ à 126 000 $. Maintenant, Bitcoin fait quand même figure d'exception sur le marché crypto si on compare avec les alts, même si certaines ont performé d'une manière générale. On est très loin de ce qu'on a pu connaître sur le cycle précédent ou celui d'avant. Donc cela peut laisser entrevoir, en tout cas pour ceux qui sont optimistes, bullish encore sur les alts. Voilà, ça fait partie des arguments qu'ils peuvent avoir au niveau des injections de liquidités potentielles qui pourraient arriver sur fin 2025 et surtout 2026. Au niveau des ETF sur Bitcoin, on a une semaine qui est baissière. On a eu les 2 premiers jours, lundi, mardi, on était en positif. Ici, je suis en dollars, donc on est en millions de dollars. Il y a eu plus 350 d'un côté et moins un peu plus d'1 milliard de dollars, donc des sorties quand même assez significatives du côté de Bitcoin. On le voit ici sur le graphique. Maintenant, on est encore loin des records historiques, comme ici on avait eu plus d'1 milliard de sorties sur une seule journée. On se souvient, à cette époque-là, c'était le marché baissier. Voilà, Bitcoin avait atteint son top et on rentrait en marché baissier avant d'avoir une nouvelle impulsion haussière. Donc certes, des sorties importantes, mais on n'est pas non plus dans des sorties absolument massives sur les ETF Bitcoin. Sur les ETF ETH, donc sur la semaine, si je me mets en dollars, on a des entrées pareil lundi, mardi. On est à plus 380 millions environ et on est à moins 370, comme ça je calcule de tête vite fait. Donc on est à peu près sur un équilibre très légèrement positif. Voilà, on va dire on est flat sur les ETF ETH. Pour autant, le prix spot a plus baissé que sur Bitcoin. Et si on regarde au niveau des taux d'intérêt directeur de la Fed, les probabilités là ont fortement changé, puisqu'on était à, je crois, plus de 95% pour une baisse de taux. Et là, on voit cette semaine que nous sommes passés un petit peu en dessous des 70% et environ 30% pour un maintien des taux actuels. La très forte probabilité qu'on avait d'avoir une baisse de taux supplémentaire en décembre a fortement diminué. Alors ça reste quand même la probabilité la plus élevée, mais avec beaucoup moins de certitude. Passons maintenant à cette thèse de Jordi Visser que je trouve absolument passionnante, l'introduction en bourse silencieuse du Bitcoin. Pourquoi cette consolidation n'est pas ce que vous imaginez? L'événement de liquidité discret qui remodèle la base de détenteurs de Bitcoin et sa stabilité future. La détresse est bien réelle. Le climat actuel dans le monde des cryptos est franchement brutal. Le SP500 flirte avec ses plus hauts historiques. Le Nasdaq est en forte hausse, l'or vient de franchir la barre des 4300 $, les valeurs technologiques sont en forte progression, tous les indicateurs traditionnels nous placent dans un contexte favorable au risque, les capitaux affluent vers les actifs risqués, l'appétit des investisseurs est sain et le Bitcoin ne fait rien. Stature, consolidation, gratonnement, ennuyeux. Choisissez votre propre description, aucune ne masque la frustration qui imprègne la communauté. Twitter regorge de variations de la même question angoissée. Pourquoi le Bitcoin ne suit-il pas la même ascension? La dissonance cognitive est flagrante. Des ETF Bitcoin ont été lancés avec succès et enregistrent des entrées de capitaux chaque mois. L'adoption institutionnelle s'accélère, le Genius Act a été adopté et Clarity sera bientôt disponible. Aucune répression réglementaire, aucun piratage majeur, aucun bouleversement majeur du discours dominant. Tout ce qui était censé
comptaient se produire ces produits. Et pourtant, nous en sommes là à regarder d'autres actifs s'envoler tandis que Bitcoin stagne. Ayant tissé des liens de plus en plus étroits avec la communauté crypto ces dernières années, j'ai bénéficié d'un point de vue unique. J'ai observé les deux mondes, le système financier traditionnel et l'écosystème crypto, et j'ai commencé à y déceler une constante qui me rappelle le monde dans lequel j'ai grandi. Les similitudes sont frappantes, les différences le sont tout autant, mais parfois ces similitudes se révèlent de manière inattendue. Et si tout le monde se trompait d'interprétation? Et si Bitcoin n'était pas en panne? Et s'il était en train de connaître sa version TradFi d'une introduction en bourse? Mon exploration du monde des cryptos a été révélatrice précisément parce que je n'ai pas abandonné ma compréhension des marchés traditionnels. J'ai conservé cette perspective et je constate de plus en plus que Bitcoin, malgré ses origines révolutionnaires et sa nature décentralisée, suit des schémas économiques aussi anciens que le capitalisme lui-même. Les investisseurs en phase d'amorçage prennent des risques considérables. Si leur investissement s'avère fructueux, ils méritent des gains à la hauteur de leur performance. Mais, et c'est crucial, ils doivent à terme concrétiser ces gains. Ils ont besoin de liquidité, d'une porte de sortie et d'une diversification. Dans le monde traditionnel, ce moment s'appelle une introduction en bourse, IPO. C'est le moment où les premiers investisseurs réalisent leurs gains, où les fondateurs s'enrichissent, où les capital risques remboursent leurs commanditaires. Ce n'est pas un échec, c'est une réussite. L'entreprise ne disparaît pas lors de son introduction en bourse, elle évolue, elle mûrit, la propriété se répartit. Bitcoin n'a jamais connu d'introduction en bourse traditionnelle car il n'a jamais été constitué en entreprise. Mais les forces économiques ne disparaissent pas pour autant, du simple fait que la structure est différente. Elle se manifeste simplement différemment. Parlons de ce que nous observons réellement sur le marché en ce moment. Le Bitcoin évolue au rythme des valeurs technologiques. Il est corrélé à la liquidité et à la propension au risque. Pendant des années, on pouvait prédire la direction du Bitcoin en observant le Nasdaq. Cette corrélation s'est rompue récemment et depuis 2024 complètement. Cela sème la confusion, cela perturbe les traders algorithmiques, cela perturbe les investisseurs misant sur la dynamique des marchés. Lorsque les actifs à risque progressent et que le Bitcoin ne suit pas, on en déduit qu'il y a un problème avec le Bitcoin. Mais voici ce que j'ai appris en observant les marchés traditionnels. C'est exactement ce qui se passe pendant les périodes de distribution des introductions en bourse. Lorsqu'une entreprise entre en bourse et que les premiers investisseurs commencent à vendre leurs titres, le cours de l'action se stabilise souvent, même en période de forte hausse des marchés. Pourquoi? Parce qu'une dynamique particulière est à l'œuvre. Les premiers investisseurs ne vendent pas en panique. Ils répartissent méthodiquement leurs positions, ils font preuve de prudence, ils ne veulent pas faire chuter le cours. Ils sont patients. Ils ont attendu ce moment pendant des années. Ils peuvent bien attendre encore quelques mois pour prendre la bonne décision. Entre-temps, de nouveaux investisseurs font leur apparition. Mais avec prudence, ils ne se précipitent pas. Ils accumulent lors des baisses. Ils attendent la fin de la distribution avant d'adopter une stratégie plus agressive. Le résultat, une stagnation qui exaspère tout le monde. Mais les fondamentaux sont solides. Le marché dans son ensemble est en hausse, mais l'action stagne. Vous n'êtes pas convaincu? Regardez Circle ou Coreware. Elles ont connu une forte hausse initiale après leur introduction en bourse, mais depuis, elles se consolident. Ça vous dit quelque chose? Si cette faiblesse était due à des facteurs macroéconomiques, le Bitcoin chuterait en même temps que les actifs risqués au lieu de s'en écarter. S'il s'agissait d'un véritable hiver crypto, nous observerions panique, capitulation et ventes corrélées sur l'ensemble du marché. Or, nous constatons un phénomène bien plus spécifique, des ventes méthodiques et patientes contre des cours stabilisés. Le genre de vente qui dit « j'en ai fini, il est temps de passer à autre chose » et non, j'ai peur. Puis vint la confirmation à laquelle je ne m'attendais pas, mais à laquelle j'aurais probablement dû m'attendre. Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de Galaxy Digital, Mike Novogratz a annoncé que Galaxy avait vendu pour 9 milliards de dollars de Bitcoin à un seul client. 9 milliards de dollars. Réfléchissez un instant. Il ne s'agit pas d'une panique chez les particuliers. Il ne s'agit pas d'un trader qui se fait laminer. Il s'agit d'un des acteurs historiques du secteur qui se retire méthodiquement d'une position colossale. Mais ils encaissent leurs bénéfices. Ils réalisent des gains. Ils font exactement ce que les investisseurs en phase d'amorçage sont censés faire lorsqu'un actif arrive à maturité et que les liquidités permettent enfin des sorties importantes. Et voilà le truc, ce vétéran n'est pas seul, les données de la blockchain sont éloquentes si on sait les interpréter. Des adresses anciennes, certaines inactives depuis des années, d'autres dormantes depuis l'époque où leur prix était inférieur à 10 $,
reprennent soudainement de l'activité. Pas tout en même temps, pas dans la panique, mais progressivement cette année et surtout depuis l'été, méthodiquement. Les adresses qui ont accumulé ces jetons lorsque Bitcoin était encore une expérience de crypto commencent enfin à transférer leurs avoirs. Consultez l'indice de peur et d'avidité, observez le climat social. La population est démoralisée, le commerce de détail capitule, c'est exactement le scénario émotionnel auquel on peut s'attendre lorsque les investisseurs avisés distribuent leurs biens aux plus vulnérables. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas, ce sentiment est en réalité optimiste si l'on comprend dans quelle phase nous nous trouvons. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui a miné du Bitcoin en 2010 ou qui l'a acheté à 100 $ ou même à 1000 $. Vous avez tenu bon malgré l'affaire Mongox, malgré les interdictions chinoises, malgré le krach boursier de 2018, malgré la Covid, malgré l'incertitude réglementaire, malgré les médias traditionnels qui ont qualifié votre investissement d'escroquerie pendant plus d'une décennie. Vous y avez cru quand presque personne d'autre n'y croyait, vous avez pris le risque et vous avez gagné. Le Bitcoin a connu un succès dépassant toutes les espérances, même les plus folles. Et maintenant, possédez un patrimoine familial, les circonstances de la vie évoluent, vous approchez peut-être de la retraite, vos enfants sont peut-être à l'université, vous souhaitez peut-être diversifier vos investissements dans l'IA, acheter un yacht digne de Jeff Bezos, créer une entreprise ou tout simplement profiter des fruits de votre patience. Et pour la toute première fois, vous pouvez réellement sortir de votre position sans perturber le marché. C'est nouveau. Pendant des années, la liquidité était tout simplement inexistante. Essayez de vendre 100 millions de dollars de Bitcoin en 2015, le prix s'effondrerait. Essayez de vendre 1 milliard en 2019, même problème. Le marché ne pouvait pas absorber une telle somme. Mais aujourd'hui, les ETF répondent à la demande institutionnelle. De grandes entreprises détiennent des bitcoins dans leur bilan, les fonds souverains s'y intéressent, le marché a enfin atteint sa maturité, permettant aux premiers investisseurs de liquider leurs positions importantes sans provoquer le chaos. Voilà ce qu'attendaient les investisseurs historiques. Pas le prix qu'ils ont obtenu, la liquidité, la profondeur de marché, la possibilité de se retirer. La mission est accomplie, Bitcoin a fait ses preuves, place à la récompense. J'entends déjà les sceptiques dire « on dirait juste que vous essayez de rationaliser un marché baissier juste avant la fin du cycle de 4 ans ». D'accord, alors parlons de ce qui rend cette situation fondamentalement différente. Les marchés baissiers sont alimentés par la peur, par la conjoncture macroéconomique et par la perte de confiance dans le discours dominant. Vous vous souvenez de 2018, les plateformes d'échange s'effondraient, les ICO étaient révélés comme des arnaques, tout le secteur semblait frauduleux, les gens vendaient car ils craignaient que le Bitcoin s'effondre. Vous vous souvenez de mars 2020, la pandémie mondiale, l'effondrement généralisé, les gens ont vendu leurs biens par nécessité pour survivre. Ce n'est pas ce qui se passe actuellement. Les fondamentaux du Bitcoin sont sans doute plus solides que jamais. L'approbation des ETF, chose que tous disaient impossible, a eu lieu. L'adoption institutionnelle s'accélère. La réduction de moitié a eu lieu comme prévu avec la régularité d'une horloge tous les 4 ans. Le réseau est plus sécurisé que jamais. Le taux de hachage atteint des sommets historiques, l'adoption des stablecoins s'accélère, la tokenisation est en marche et les effets de réseau sont sur le point d'exploser en termes de volume. Les rêves crypto deviennent enfin réalité. Le monde du capital risque et des fonds spéculatifs a été un important investisseur dans les cryptos avant l'éclatement de la bulle et ne s'en est pas remis. Ils pensent encore leur plaie après avoir investi massivement dans les cryptos et les logiciels SaaS, un secteur bouleversé par l'essor de l'intelligence artificielle. Les vendeurs ne vendent pas parce qu'ils ont perdu confiance, ils vendent parce qu'ils ont gagné. Voilà la distinction cruciale. En marché baissier, il n'y a pas d'acheteurs. Le prix s'effondre car tout le monde veut vendre et personne ne veut acheter. Mais regardez ce qui se passe réellement, le Bitcoin se consolide, il ne s'effondre pas. Chaque baisse est compensée par des achats, le prix n'atteint pas de nouveau plus bas, il se maintient dans une fourchette de prix. Les acheteurs commencent à se manifester, pas de manière agressive, pas de manière émotionnelle, ils accumulent patiemment, attendant la fin de la distribution. C'est exactement le schéma que l'on observe après une introduction en bourse majeure, à l'expiration des périodes de blocage. Le cours d'une action ne s'effondre pas, il se stabilise, les premiers investisseurs vendent, de nouveaux actionnaires à long terme accumulent les titres, la propriété passe des visionnaires aux institutions. Pour comprendre la phase actuelle du Bitcoin, il faut observer ce qui est arrivé aux plus grandes entreprises technologiques après leur introduction en bourse. Exemple d'Amazon, exemple de Google, c'est normal, c'est sain, voilà à quoi ressemble le succès. L'entreprise ne fait pas faillite durant cette phase, l'actif ne disparaît pas,
Il s'agit plutôt d'un passage de témoin. Les premiers investisseurs passent le relais à une nouvelle génération d'actionnaires ayant acheté à des prix plus élevés et ayant des horizons d'investissement différents. Des cypherpunks aux institutions, des idéalistes libertariens aux trésoriers d'entreprise, des fervents croyeurs aux gestionnaires de fonds gérant des milliards. Ni bon ni mauvais, juste l'évolution, le cycle de vie naturel d'un actif qui a effectivement connu le succès. Cette transition est profonde et mérite d'être reconnue. Bitcoin est né d'une idéologie, il a été créé par des cypherpunks qui croyaient en la décentralisation, en l'absence de contrôle gouvernemental et en la certitude mathématique plutôt qu'en la confiance institutionnelle. Les premiers utilisateurs étaient des rebelles, des marginaux et des visionnaires qui voyaient ce que les autres ne pouvaient pas. Ces personnes retrouvent leur pleine autonomie, elles passent le flambeau. Et ce flambeau est repris par des entités qui privilégient la rentabilité à l'idéologie. BlackRock ne se soucie pas de devenir sa propre banque, ce qui compte pour elle, c'est la diversification du portefeuille et les rendements ajustés au risque. Est-ce une perte? D'une certaine manière, oui. Bitcoin ne retrouvera probablement jamais l'énergie révolutionnaire de ses débuts. Les rendements multipliés par 100 en une seule année sont vraisemblablement révolus. La volatilité qui a permis d'engendrer des fortunes colossales se modérera à mesure que sa détention se diversifiera. Et c'est aussi une victoire, car Bitcoin a survécu suffisamment longtemps pour devenir lassant. Son succès était tel que ses premiers adeptes peuvent désormais réaliser les bénéfices. Il a fait ses preuves au point que même les institutions financières les plus conservatrices du monde l'achètent. Plus important encore du point de vue de la structure du marché, cette distribution est extrêmement positive à long terme. Voici une leçon que j'ai apprise en observant les marchés traditionnels et qui s'applique parfaitement au Bitcoin. La concentration est fragile, la distribution est antifragile. Lorsque le Bitcoin était principalement détenu par quelques milliers de pionniers, le marché était intrinsèquement instable. Une poignée de portefeuilles suffisait à faire fluctuer son prix de façon spectaculaire. La décision d'une seule personne de vendre pouvait avoir un effet domino sur l'ensemble du marché. La volatilité du prix était due à la volatilité de la base de détenteurs. Mais à mesure que la propriété se répartit, que des millions d'investisseurs détiennent des positions plus petites au lieu de milliers en détenant des massives, le marché devient structurellement plus stable. C'est précisément ce qui se produit après une introduction en bourse. Le nombre d'actionnaires initiaux est très faible, fondateurs, premiers employés, investisseurs en capital risque, et après l'introduction en bourse et l'expiration des périodes de blocage, l'actionnariat se fragmente et on passe à quelques centaines à des millions d'actionnaires. Fonds indiciels, investisseurs particuliers, institutions. Le cours de l'action devient moins volatile, non pas parce que l'entreprise est moins attrayante, mais parce que sa structure de propriété est plus solide. Bitcoin est en train de vivre exactement cette transformation. Les investisseurs historiques, capables à eux seuls d'influencer les marchés, vendent désormais à des milliers d'investisseurs institutionnels via des ETF, à des millions d'investisseurs particuliers via des plateformes d'échange et à des trésoreries d'entreprises et à des fonds de pension. Chaque Bitcoin transféré d'un réseau concentré à un réseau distribué renforce la résilience du réseau, stabilise son prix et contribue à la maturité de l'actif. Oui, cela signifie que les années de forte volatilité, multipliées par 10, sont probablement derrière nous, mais cela signifie aussi que le risque d'un effondrement catastrophique dû à des ventes massives diminue. La diversité des détenteurs est ce qui distingue un actif spéculatif d'une réserve de valeur durable. C'est ce qui permet à un actif de passer du statut de monnaie virtuelle à celui d'actif monétaire mondial. Si cette thèse est correcte, et je crois que les preuves semblent fortement le confirmer, à quoi les investisseurs doivent-ils s'attendre? Tout d'abord, patience. Les périodes de distribution des instructions en bourse durent généralement de 6 à 18 mois. Nous sommes probablement entrés dans ce processus depuis plusieurs mois, mais il n'est sans doute pas terminé. Bitcoin risque de continuer à frustrer les investisseurs en ne progressant pas au même rythme que les actifs risqués. Le sentiment général devrait rester négatif encore quelques temps, mais soyez vigilants car il n'y aura aucun signal. Le retournement de situation surviendra simplement parce que les bonnes nouvelles sont déjà là. Deuxièmement, comme cela a déjà été évoqué, une volatilité moindre. Troisièmement, la corrélation avec les actifs à risque traditionnels devrait revenir, mais seulement après la fin de cette phase de distribution. Quatrièmement, et c'est crucial, le moral ne s'améliorera qu'une fois la distribution quasiment terminée. Actuellement, le moral est au plus bas car on ne comprend pas où on en est. Quand on attend que le Bitcoin rattrape les actions, on s'inquiète du cycle de 4 ans. Soyez patient, une fois la forte pression à la vente retombée, une fois que l'accumulation patiente des institutions aura absorbé l'offre initiale,
la situation s'éclaircira. Il est impossible de connaître le calendrier exact, mais le schéma est reconnaissable si vous l'avez déjà observé sur les marchés traditionnels. Les premiers investisseurs ont pris des risques alors que Bitcoin aurait pu s'effondrer. Ils ont persévéré malgré les moqueries, l'incertitude réglementaire et les difficultés de jeunesse de la technologie. Ils ont gagné, ils ont réussi et maintenant ils empochent leurs bénéfices bien mérités. Ce n'est pas la fin du Bitcoin, ce n'est même pas le début de la fin, c'est la fin du commencement. De la spéculation à l'institution, de l'expérimentation cypherpunk à l'actif mondial, du concentré au distribué, du volatile au stable, du révolutionnaire au fondamental. Voici ce qui me convainc. J'ai maintenant vu les deux côtés. Je comprends le fonctionnement de la finance traditionnelle. Je comprends les mécanismes des introductions en bourse, des échanges de blocage, de l'accumulation institutionnelle et je comprends la communauté crypto, ses espoirs, ses frustrations, sa conviction que cette fois c'est différent. Parfois c'est différent, parfois non. Ce qui se passe actuellement avec le Bitcoin n'est pas différent. Ce sont les mêmes forces économiques qui régissent les marchés depuis des siècles, qui se manifestent simplement dans un contexte inédit. Ce sentiment de détresse que nous ressentons tous, ce n'est pas un signe d'échec, c'est le signe que nous traversons la partie la plus difficile du parcours, celle où les premiers croyants profitent de la situation et où les derniers ont l'impression d'avoir raté quelque chose. C'est inconfortable, c'est frustrant, mais c'est nécessaire. Voici l'information cruciale qui devrait rassurer les investisseurs à long terme. Une fois cette phase de distribution terminée, le Bitcoin sera structurellement plus fort qu'il ne l'a jamais été. L'enthousiasme lié à la concentration cède la place à la durabilité de la distribution. Les premiers investisseurs passent le relais aux détenteurs de long terme qui ont acheté plus cher et dont les motivations sont différentes. Voilà à quoi ressemble le succès, voilà l'introduction en bourse du Bitcoin. Cette consolidation est frustrante, le climat est déplorable, la divergence par rapport aux actifs risqués est déconcertante, mais les fondamentaux sont plus solides que jamais. Et la restructuration de la répartition des avoirs d'une concentration à une fragmentation est précisément ce dont le Bitcoin a besoin pour passer du statut d'expérience révolutionnaire à celui d'actif monétaire durable. Ce n'est pas une raison de désespérer, c'est une raison d'accumuler. La volatilité du Bitcoin était son prix à payer à ses débuts. Sa stabilité sera la preuve de sa maturité. Voilà donc pour ce texte de Jordi Wiser, un texte que j'ai trouvé vraiment, comme je vous le disais, vraiment très intéressant et que je voulais vous partager. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette lecture aura été intéressante. Comme c'est la première fois que je fais ça dans une vidéo, je serais curieux d'avoir votre retour, savoir si c'est intéressant ou si c'est ennuyeux. Voilà, si juste vous souhaitez avoir le lien et ensuite... allez vous-même le lire, que je vous fasse plutôt un petit concentré, un petit résumé de 5 minutes ou de quelques minutes, parce que là je pense que c'était quand même un petit peu long. Donc curieux d'avoir votre retour du coup sur cet article. Ici je voulais vous montrer quelques graphiques qui illustrent cette théorie, je vous les mets en description parce que là la vidéo du coup va être bien trop longue. Donc il y avait ce graphique là, il y avait également celui-là, donc qui fait suite à cette publication, hein, de Jordi Wiser par Checkmate, donc un spécialiste de l'analyse on-chain, donc qui rajoute un petit graphique pour illustrer un peu la tendance d'écrit de transfert de richesse, de transfert de fonds des premiers détenteurs de Bitcoin aux nouveaux détenteurs avec, comme on l'a dit, une vision plus long terme, plus éclatée, avec plus de personnes du coup qui se positionneraient dessus. Bref, ici également pour indiquer que les retails ne sont pas présents, en tout cas sur la partie on-chain, donc probablement via des ETF ou tout simplement que c'est plutôt les institutionnels qui accumulent. Mais il faut savoir que sur les ETF Bitcoin, il y a environ 25% d'institutionnels et 75% de particuliers, ce qui peut fausser du coup un peu l'analyse on-chain qu'on peut faire sur Bitcoin. Et le dernier graphique qui allait dans ce sens, c'est celui-ci sur les profits réalisés. On peut voir que sur quasiment tout 2024, il y a énormément de profits qui ont été réalisés et malgré ces profits réalisés, le prix a continué de monter et voilà, ça fait partie des graphiques qui illustrent ce transfert de richesse des des premiers ou des anciens détenteurs de Bitcoin vers un nouveau type d'investisseur. Un petit mot sur le partenaire de cette vidéo que je remercie pour soutenir le travail effectué sur cette chaîne et qui exceptionnellement offre un bonus de 50 € à ceux qui s'inscriront via mon lien d'affiliation.
Donc vous retrouverez ici les conditions pour pouvoir bénéficier de ces 50 € en Bitcoin qui du coup vous sont offerts. Donc le lien sera comme toujours dans la description. Bitpanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui est très complète. Il y a plus de 600 cryptos, plus de 3000 actifs numériques, 7 millions d'investisseurs. Donc je suis loin d'être le seul à utiliser et à apprécier cette plateforme. Elle est régulée, sécurisée, fiable. Il y a des très bons avis sur Trustpilot. Il y a plus de 13 000 avis avec une moyenne, je crois, de 4 sur 5. Je vous laisserai du coup aller faire un petit tour pour voir si cette plateforme peut vous être utile, peut vous correspondre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait une variété importante d'actifs et donc ça permet d'avoir une plateforme tout en un où on retrouve l'ensemble du coup de ces investissements. Voilà, crypto, actions, ETF, matières premières. Ils ont également des indices crypto et on peut également investir dans les métaux au travers de cette plateforme. Ils proposent également différentes fonctionnalités qui sont très intéressantes comme un plan d'épargne, la possibilité de mettre des ordres limités, la possibilité également de faire travailler son cash avec Cash Plus. Il y a également la possibilité d'avoir un portefeuille Web3 pour se connecter directement à la finance décentralisée. Ils ont également Bitpanda Fusion, une plateforme de trading. Donc voilà, c'est une plateforme qui est extrêmement complète. L'inconvénient, c'est qu'on est sur une plateforme centralisée, donc il y a toujours ce risque de contrepartie. En revanche, elle fait partie de ces plateformes dont nous avons la possibilité de pouvoir déposer et retirer ces cryptos vers des portefeuilles dont nous détenons les clés privées par exemple, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de ses concurrents. Et au niveau des frais, on n'est pas dans les moins chers du marché où on va plutôt retrouver Binance, mais on est dans les standards. Je dirais qu'on est proche des Coinbase, Revolut, Finari, et si vous voulez du coup avoir un comparatif entre différentes plateformes crypto, j'ai réalisé cette vidéo donc où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Donc je vais passer assez rapidement sur les graphiques. Donc ici Bitcoin qui démarre la semaine dans le rouge. On est potentiellement en train de casser ce support qui a été testé plusieurs fois et comme vous le savez, à force de tester un support, il finit par casser. Donc on espère qu'il tiendra. Ici, je vous ai mis la moyenne mobile 50 périodes. On est en semaine qui pour moi est un support dynamique très important à ne pas casser. On voit qu'au niveau du RSI, on a vraiment une perte de momentum quand Jordi, dans son article, évoque la frustration, du désintérêt, de la peur. C'est vrai qu'on sent une perte de momentum très fort sur Bitcoin et sur l'ensemble du marché crypto en général. D'ailleurs, si on parle des autres cryptos, on voit que la dominance du Bitcoin continue son rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines maintenant, en tout cas avec la semaine en cours. Donc 2 mois consécutifs de hausse pour la dominance du Bitcoin. Les altcoins donc, qui continuent d'être en difficulté. Si on prend les plus petites capitalisations versus Bitcoin, j'ai dessiné ici ce triangle de compression. On serait proche d'un point bas potentiel, en tout cas, sur cette droite de tendance des petites alts versus Bitcoin. Ether qui est un petit peu plus en difficulté que Bitcoin, puisqu'il a clôturé en dessous de ce support et qui démarre la semaine dans le rouge, donc ça c'est vraiment pas bon. Du coup pour Ether, comme on l'a évoqué, les marchés boursiers américains, eux, sont plutôt en hausse. On a sur la semaine dernière une semaine qui est assez flat, hein. On a fait des nouveaux plus historiques avant de clôturer un petit peu plus bas, mais voilà, ça reste quand même sur les plus hauts historiques. Le Nasdaq également qui lui a clôturé dans le vert, qui a fait encore une fois des plus hauts historiques. On a l'or qui a continué du coup de corriger la semaine dernière avant de clôturer autour des 4000 $ l'once. Donc l'or qui reste toujours dans son canal haussier, hein, qui corrige actuellement face à cet excès haussier. Le dollar, lui, qui est en train de partir à la hausse. On avait évoqué la semaine dernière ici un W en weekly, donc une figure de retournement potentiel de dollar, donc qui pourrait réenclencher un rallye haussier dans ce grand canal haussier. Par conséquent, l'euro baisse face au dollar. L'euro du coup qui potentiellement pourrait réintégrer son canal baissier. Voilà pour ce passage assez rapide sur les graphiques. Je reste globalement quand même plutôt optimiste pour le marché crypto, notamment Bitcoin, parce que c'est vrai que pour les alts, c'est quand même pas très joli ce qu'on peut observer. Dernier petit graphique sur le total 3, donc le marché crypto dans son ensemble hors Bitcoin et Ether. On voit qu'on est sur des niveaux clés. On arrive sur cette droite de tendance. On est également proche de la moyenne mobile 50 périodes en weekly qui a fait office de support.
Voilà, donc on est un peu sur la zone de tous les dangers pour les altes. Donc est-ce que c'est le bon moment de se positionner parce que on se dit que le cycle n'est pas fini, que les liquidités sont en train de revenir et que du coup il va y avoir un rebond et donc on est sur une opportunité intéressante, ou au contraire on se dit que là c'est le début de la fin et qu'il vaut peut-être mieux sortir avant que ça casse par le bas avec potentiellement une accélération baissière. Ça à chacun de faire en fonction de ses convictions, en fonction de son analyse du marché, et également à gérer son risque, hein, comme on le dit souvent, son money management, savoir adapter ses positions par rapport au risque qu'on est prêt à prendre sur tel ou tel actif. J'espère que cette vidéo un petit peu différente vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like, pensez également à vous abonner, activer la cloche. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien.